Alors, bon début de soirée à toutes et à tous et bienvenue à Comme à la maison, 5e épisode déjà. L'été avance extrêmement vite. Je me présente, Jérémy Lé, et je suis stratège marketing numérique chez Reflector. Et je suis aussi le président du conseil de diplômés, des diplômés de la faculté de communication de l'UQAM, qui a pour mission de mettre en valeur le parcours de nos diplômés. Et c'est exactement la mission de Comme à la maison. Alors aujourd'hui, sujet hyper intéressant, là, on va parler. Bien évidemment, on se plonge dans le monde corporatif des entreprises et leur rapport aux enjeux sociétals, environnementaux. Et qui de mieux pour nous parler de ce sujet que Thomas Ferland-Dionne, qui est fraîchement diplômé du bac en communication marketing en 2019. Il est cofondateur de sa propre compagnie, Boîte-Pack, et un homme ultra engagé envers la relève, mentor chez Academos en plus. Alors, bienvenue Thomas à Comme à la maison. Merci, Jérémy. Merci de m'accueillir. Content de voir que les coms à l'UQAM s'intéressent à tout ce qui est responsabilité sociale. Bien content d'être là. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et évidemment, comme vous connaissez un peu le concept, à Comme à la maison, on fait toujours une petite rétrospective dans le passé. Et toi, bien, ça va être l'année passée parce que tu as terminé ton bac l'année passée en marketing. Je vais te demander pourquoi tu choisis de faire ton bac en marketing à l'UQAM? Parce que c'était quand même assez c'était large. Je savais pas encore ce que je voulais faire, classique. J'avais fait une année en éducation physique, en prof d'éduc, pour être prof d'éduc. Après, j'étais parti en Australie, puis pendant mon parcours, je m'étais dit, bon, ben, communication marketing, c'est assez large, ça va pas trop me fermer de porte. Puis je voulais à la base être en pub, c'est quelque chose qui a changé. Fait que je dirais que c'est pour ça que j'étais allé vers les coms puis le marketing à l'UQAM. Mais les pubs, la pub, le marketing, c'est quand même intimement lié. Donc, et dans ton parcours, on va en parler. Je pense que ça va t'avoir été très utile. Alors, est-ce que tu as un souvenir, là, est-ce que tu as des moments marquants de ce bac-là pendant ces 3 années-là? Moi, je dirais que c'est la rencontre moi, c'est les rencontres avec mes 3 bons chums. Des personnes que j'ai rencontrées en début de parcours puis avec qui j'ai fait tous mes projets d'équipe. Vraiment, c'est de A à Z. Fait que je dirais que ça a été ça. Quelques rencontres aussi avec certains professeurs. Mais sinon, je pense que tous les liens sociaux que j'ai créés à travers ce programme-là, c'est ce qui m'a le plus marqué. Non, mais je pense que c'est super important, puis on en parle tout le temps, les contacts, mais ces contacts-là peuvent devenir notamment des relations professionnelles, des relations amicales, évidemment. D'ailleurs, on sait qu'au bac, en tout cas dans certaines concentrations à l'UQAM, on doit faire des stages. Toi, tu en as fait un chez GSoft, qui est une compagnie technologique à Montréal, donc pionnière dans la culture d'entreprise, très reconnue pour ça notamment. Alors, comment tu as trouvé ce stage-là? Qu'est-ce que ça t'a permis finalement de faire? Bien, j'ai commencé par comment j'ai trouvé ça parce que ça a été vraiment difficile quand même parce que ça n'a pas été j'ai envoyé un CV et j'ai reçu une réponse et merci, bonsoir. Loin de là. Je finissais mon parcours puis là, je m'étais dit, bon, je veux faire quelque chose dans le milieu de l'environnement, développement durable. Je ne veux pas nécessairement aller dans une boîte de pub, une agence de com, une agence de pub, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diplôme en communication marketing dans le milieu du développement durable, c'est pas ce qui est recherché. Ça a été une dizaine, quinzaine de CV, jusqu'à temps que je fasse aller mes contacts. Puis c'est là que ça a vraiment joué en ma faveur. Je jouais au hockey avec un des fondateurs chez GSoft. J'ai envoyé un courriel demandant « Hey, as-tu des plugs avec des entreprises en environnement, développement durable? » Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'offre un emploi avec GSoft. Elle dit, je ne suis pas la meilleure personne, mais hey, on veut être certifié B Corp. Serais-tu intéressé à faire ton stage avec nous pour nous aider à avoir la certification? Moi, je ne savais pas pantoute c'était quoi B Corp. J'ai comme fait mes recherches. Wow, extraordinaire. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui manquait à ma culture. Fait qu'évidemment, j'accepte l'offre. Qu'est-ce que ça m'a apporté, ce stage-là? J'ai été entouré de gens exceptionnels pendant environ 8 mois. Puis j'ai vu à quel point, oui, le monde du travail, des fois, peut être perçu comme étant très loin de l'école, mais pas tant que ça non plus. Il ne faut pas t'en dire, à l'école, l'université, c'est loin du marché du travail, ça me prépare mal. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même des notions
importantes que j'avais apprises à l'école qui m'ont servi grandement pendant mon stage chez GSoft. Puis j'ai compris qu'il faut aussi tu te débrouilles quand même, tu sais. Fait que c'est, oui, se dire, bon, ben, je suis un peu backé par l'université, mais pas juste se baser là-dessus non plus. Ah, tout à fait. Puis, j'imagine, là, tu me parles de B Corp. Évidemment, on va faire un beau lien avec ce qui s'en vient, ta carrière, finalement, qui s'est retournée vers le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, pour toi, est-ce que c'est ce stage-là qui t'a vraiment donné envie de devenir entrepreneur? Je l'avais avant, mais j'avais mis de côté. Au début de l'université, j'ai participé à un concours qui s'appelle la Semaine Much Marketing. Je ne sais pas si ça existe encore. Je pense que oui, là, ça fait pas 100 ans que j'ai fini l'école. Mais il y avait une journée porte ouverte à la fin de la compétition où est-ce que tout le monde tous les participants amenaient leur CV. Moi, j'avais mes CV dans mon sac. Puis là, tout le monde donnait leur CV. Puis je me suis dit à ce moment-là, je ne suis pas intéressé, mais pas en tout. Puis pas par gêne, mais juste, j'avais pas d'intérêt. Je me suis dit, je pense que j'ai une vision qui est claire. Je veux avoir un impact qui est positif sur la société, sur l'environnement. Déjà, jeune, on va dire, j'avais ce désir-là. Fait que je me suis dit, je pense que je vais arriver plus facilement si je crée ma propre entreprise. Fait que déjà, au début de mon parcours universitaire, j'avais cette idée-là. J'ai fait quelques projets, dont un projet de manteau avec un isolant. Oups, désolé. Un isolant à base de cheveux humains. Puis finalement, ça a avorté. J'ai mis le projet un peu de côté en entrepreneurship, puis c'est en dedans chez GSoft. Pas nécessairement pendant chez GSoft, mais c'est après mon parcours. Que là, je me suis dit, bon, ben, pendant chez GSoft, je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour les entreprises qui veulent devenir B Corp. On va en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais c'est après mon stage que j'ai fait, OK, je reprends ce désir-là d'entreprendre, d'être un entrepreneur, mais je dirais qu'il n'est pas né grâce à GSoft. Donc, je pense que c'est intimement lié aussi avec, évidemment, la passion. Je pense que pour être entrepreneur, ça faut carburer à une certaine passion. Et tu l'as dit dans une entrevue que tu pensais que la génération Z, donc la génération qui est au cégep présentement, qui rentre à l'université, là, donc c'est un peu la Gen Z, on l'appelle comme ça. Nous, on est plus dans les milléniaux, en tout cas la fin des milléniaux. Tu disais qu'ils carburent à la passion. Tes mentors chez Academos, leur tagline, c'est en lien avec ça. Alors, peux-tu nous en parler de ça? Est-ce que la passion, c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est le désir de justement changer la société? Est-ce que c'est les deux? Je dirais que oui, les deux, mais je dirais que la passion entrepreneuriale est plus née d'un désir d'avoir de l'impact. Puis c'est comme ça, je me suis dit, enfin, je me suis posé la question, comment je peux pour avoir le plus grand impact au niveau de la société, au niveau de l'environnement? Je sais que ça fait un peu catchy, mais dans le sens que moi, je me suis dit, bon, comment je fais pour avoir un impact sur le plus grand nombre de gens possible? C'était ça mon but. Puis j'ai vu avec une entreprise, comme je dis ça, j'ai vu à travers, quand influencer l'entreprise, ben, ça avait un impact sur plusieurs personnes. Fait après, je me dis, bon, ben, si je veux avoir un impact sur les gens, le meilleur moyen, c'est l'entrepreneuriat. Fait que je dirais que ma passion part d'un désir d'améliorer la société, puis après, le moyen d'y arriver, c'est l'entrepreneuriat. Et on a un commentaire de Marc-André qui nous dit « L'école et l'université ne sont pas là pour former les travailleurs, mais plutôt des citoyens. » Et je pense que ça répond vraiment à ce que tu disais plus tôt. C'est un peu ça que tu veux faire aussi par l'entremise de ton entreprise. Exactement. Donc, merci Marc-André. D'ailleurs, vous pouvez commenter, poser des questions à Thomas en tout temps sur son parcours et sur son travail. Mais je pense pas que c'est même un travail, je pense que c'est plus une passion, comme on vient de le dire. Donc, parlons justement de ce que tu fais dans la vie. Donc, tu es cofondateur de Boîte-Pack. Alors, peux-tu nous parler de qu'est-ce que Boîte-Pack? On a parlé de la certification B Corp. Donc, qu'est-ce que ton entreprise? Nous, en fait, on aide les autres entreprises à responsabiliser leurs pratiques à travers, en les accompagnant dans leur processus de certification B Corp. Donc, nous, on a décidé de choisir une niche qui est vraiment la certification B Corp, ce qui est un outil, un questionnaire qui permet vraiment d'améliorer concrètement les pratiques puis de manière structurée. On aide aussi les entreprises à un peu effectuer le processus de certification par eux-mêmes en sortant dans les prochaines semaines un cours en ligne. Un cours en ligne avec des vidéos, de la documentation, des exemples de politiques qui va vraiment aider les entreprises à passer à travers les différentes étapes de la certification B Corp à leur propre rythme.
Pour ce qui est de l'accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement du début jusqu'à la fin de la certification, puis même après. Parce qu'il y a un après la certification B Corp. Mais pour répondre à ta question, je ne vais pas trop allonger ça. Je dirais que c'est ça, Boîte Pack. Donc, on va parler un peu plus de la certification B Corp en tant que telle, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs certifications dans le monde. Pourquoi celle-là? Pourquoi tu as choisi celle-là pour ton entreprise? C'est la certification B Corp, ce qui est intéressant. Il y a plusieurs avantages, mais c'est la seule certification qui va vraiment évaluer toutes les activités de l'entreprise. Fait que pas juste un produit, pas juste un processus. C'est vraiment autant au niveau de la gouvernance, donc comment l'entreprise gère l'organisation, autant au niveau des employés. Donc, est-ce que l'entreprise a un impact qui est positif auprès de ses employés? Est-ce que l'entreprise a un impact qui est positif auprès de sa communauté locale? Est-ce que l'entreprise a un bon impact environnemental? Puis est-ce que l'entreprise prend en considération le point de vue de ses clients dans le développement de son entreprise? Fait que c'est pas juste, on va dire, le Fair Trade qui est une excellente certification, mais souvent va justement évaluer une seule partie de l'entreprise, mais ça crée pas un portrait réel de l'entreprise. Fait que B Corp, c'est ça, mais B Corp, c'est une communauté. C'est pas juste une certification qu'on a, parfait, c'est fait, on s'assoit là-dessus, puis merci, bonsoir. Non. À chaque 3 ans, il faut se recertifier. Donc, B Corp, je dirais, pousse les entreprises certifiées à s'améliorer à travers le temps. Fait qu'il y avait aussi ça, il y avait l'esprit de communauté, les entreprises qui sont certifiées B Corp à Montréal, partout dans le monde, se regroupent. À Montréal, dans le Grand Montréal, en fait, c'est une fois par mois. Dans le monde, c'est une fois par année. Fait qu'il y a vraiment un esprit de communauté spéciale qui ne va pas nécessairement retrouver dans une certification comme ISO, par exemple. Oui, tout à fait. Tu sais, je regarde, là, je pense aux entreprises présentement qui se posent la question, qui veulent changer. Là, tu parles de 5 piliers. Ça me semble énorme comme travail. Je pense que ça prend quelqu'un quasiment à temps plein qui fait ça, qui fait les suivis, c'est sur 3 ans. Comment tu approches les entreprises pour qu'ils fassent finalement ce virage-là? Parce que ça semble quand même assez imposant. Ben, en fait, en toute transparence, c'est souvent les entreprises qui ont déjà entamé une transition. C'est pas ceux qui ont un modèle d'affaires très traditionnel puis que là, ils disent, bon, on va commencer à responsabiliser nos pratiques, on va être certifié B Corp. Non. C'est souvent des entreprises qui ont déjà entamé une démarche, pas nécessairement à travers la certification B Corp, peut-être qu'ils ont déjà incorporé des notions d'impact social, ils offrent déjà des bonnes conditions à leurs employés. Puis là, ils disent, bon, ben, on veut pousser notre réflexion plus loin, on va aller vers la certification B Corp. Fait que nous, quand on les approche, notre devoir, c'est pas de leur vanter leur modèle d'affaires responsable. Non, il y en a déjà un en tête. Nous, c'est plus de dire, B Corp, ça va vous permettre de vous améliorer, puis B Corp, c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air gros. Tu disais, ça prend quelqu'un à temps plein. Non, en fait. Dépendamment de la taille d'entreprise, évidemment. Mais il y en a qui s'en tirent en faisant en temps partiel. Mais nous, c'est de faire comprendre, on va démocratiser l'amélioration de l'impact dans l'entreprise. On va vous faire comprendre que c'est facile. C'est pas facile, c'est accessible. Deux choses différentes. Puis par la suite, là, on va pousser un peu plus le discours pour les amener vers le processus de certification B Corp. C'est super intéressant. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on parle il y a des piliers qui sont très intéressants là-dedans. J'ai l'impression que l'environnement, c'est quelque chose qui est déjà, qui n'est pas acquis. C'est clair qu'il y a beaucoup de trucs à faire dans les entreprises. Tu as parlé de gouvernance, notamment des employés, le bonheur au travail, par exemple, la reconnaissance. La diversité et l'inclusion en fait partie aussi, j'imagine. Mm-hmm. En effet, c'est une partie intégrante de la certification. Je dirais que c'est égal ou même plus présent que tout ce qui touche l'environnement. Il y a une section qui s'appelle la section communauté, touche la diversité à l'interne. Donc, B Corp va évaluer et encourager si l'entreprise a une diversité au niveau de ses gestionnaires. Si l'entreprise est gérée par des femmes ou des membres d'une communauté, sous-représentée, B Corp va encourager ce genre de pratique-là. Il va aussi avoir la diversité inclusion à l'interne, mais aussi la diversité inclusion au niveau des fournisseurs. Donc, est-ce que l'entreprise cherche à diversifier les fournisseurs avec qui elle collabore? Puis, ça marche avec des points. Puis, je dirais qu'il y a beaucoup de points qui sont attribués à tout ce qui touche la diversité et l'inclusion. Puis, donc, les fournisseurs aussi, j'imagine que c'est pas nécessairement l'étranger, mais souvent aussi local. J'imagine qu'il y a ça aussi, l'approvisionnement, oui. Avec qui on fait affaire, qui a un impact aussi environnemental, mais aussi du côté social, donc qui est dans les deux piliers. En effet, les deux chevauchent. Tantôt, on parlait des cours que vous allez donner, en fait, des cours, des ateliers en ligne dès septembre.
J'imagine que la COVID, c'est un peu, évidemment, dans un contexte de pandémie, les entreprises se sont revirées vers le numérique. Est-ce que c'est un virage numérique pour vous, présentement? Oui. Ben, en fait, la COVID, ça a clairement amené beaucoup d'entreprises à accélérer le processus. On avait déjà entamé cette réflexion-là de dire, bon, ben, est-ce qu'on va être réellement juste une boîte de consultants qui va se déplacer d'entreprise en entreprise, puis le service, ça va être nous qui va l'offrir. Ouais. On disait, on va avoir un impact qui est plus grand que ça. Puis, pour croître de manière efficace, on disait, on doit varier nos services. Fait que là, la COVID arrive, là, on est comme, hey, on n'a aucune présence en ligne sauf Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est pas suffisant. Go, on se lance là-dessus. Puis là, avec la subvention qui s'appelle le PACME, dépendamment des gens, ça a amené les entreprises à suivre des formations. Fait que là, on a encore plus accéléré le processus pour sortir la formation environ dans ces eaux, pour en fait annoncer la formation, puis dire à ceux qui avaient le PACME que ça allait être disponible prochainement, donc le mois d'août. Puis là, il est déjà disponible. Donc, il y a déjà des gens qui l'ont. On ne l'a pas encore sorti au grand public, mais ceux justement qui avaient eu accès à cette formation-là qui couvrait 100% des dépenses reliées aux formations ont pu profiter de ça. Fait que la COVID a juste accéléré quelque chose qui aurait vu le jour probablement. On avait comme objectif automne, ben là, ça a vu le jour en été. Ah, c'est bien. Puis est-ce que tu as remarqué que les entreprises ont une approche différente maintenant? Est-ce que tu sens que le virage, justement, vers le plus social, évidemment, est-ce que la COVID a un impact là-dessus positif? Oui, clairement. Puis ça a été bien encourageant au début. 13-15 mars, dans le, pas le pic, mais le début de la pandémie, oui. J'avais une peur. Puis de me dire, est-ce que Boîte-Pack, est-ce que les gens vont voir ça comme une priorité? Est-ce qu'ils vont dire, ben là, non, on est en crise économique bientôt, c'est un peu le remaniement de tout. L'amélioration, notre impact, ça va prendre le bord. Mais finalement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que les entreprises ont pris le temps de réfléchir à quel genre d'organisation ils voulaient être. Puis on dit, OK, ben pour certaines, on dit, ben on veut être responsable. Mais là, comment on fait pour entamer cette démarche-là? Puis comment on fait pour qu'elle soit structurée? Ah, la certification B Corp, elle existe. Fait que dans le discours, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui ont dit, ben là, on est en refonte stratégique, on veut aller vers ça. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont revu un peu l'importance d'avoir un bureau, des grands bureaux dispendieux. Parce que là, les employés ont partagé le fait qu'ils voulaient rester à la maison. Fait que là, les entreprises, pour certaines, évidemment, se ramassent avec des plus grandes économies. Fait qu'ils disent, bon, ben aussi bien utiliser ces économies-là intelligemment. C'est ma prochaine question, hein, c'est à savoir, est-ce que le travail à la maison, est-ce que B Corp devra s'adapter au travail à la maison avec justement les gens qui ne sont plus dans les bureaux? J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui sont attribuables au présentiel, comme on dit, là, donc aux gens dans un espace. Ben, je dirais que B Corp était avant-gardiste là-dessus parce que B Corp encourageait déjà le work from home. B Corp encourage déjà les entreprises à mettre à la disposition des employés une liste de fournisseurs locaux pour que les gens à la maison puissent s'y référer facilement, puissent avoir des pratiques responsables même à la maison. Fait que ça, c'est même avant la pandémie. Puis, c'est encourager les rencontres virtuelles aussi. Fait que c'est sûr que, oui, dans tout ce qui touche le team building, le développement des employés, l'accompagnement, le support des employés, oui, il va y avoir une modification à ce niveau-là. Au niveau environnemental, je dirais que B Corp était déjà en avance. Non, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que c'est très générationnel aussi parce que pour nous, ayant évidemment un peu d'années dans notre grande carrière, on a quand même vécu dans des entreprises, toi GSoft, moi Academos à l'époque, Reflector, je travaille, j'étais de Montréal, télétravail encouragé, flexibilité, des bonnes conditions, ça nous on fait partie des chanceux qui ont vécu dans des entreprises qui le véhiculaient. Est-ce que tu penses que c'est une grande tendance très lourde chez les entreprises un peu plus implémentées? On parle des banques, on parle des grandes entreprises. Oui, c'est sûr. T'sais, oui, la nouvelle formule un peu que la pandémie a amené un peu, mais en même temps, tout ce qui touche B Corp, oui, c'est plus dur pour les entreprises qui sont plus traditionnelles. Mais en même temps, on a vu que même les grandes entreprises, mon père travaille pour une grande firme d'ingénierie, puis il fait du work from home à 100% maintenant. Puis avant, mon père n'a jamais travaillé de la maison, jamais. Là.
Fait que tu vois finalement que les grandes entreprises, ben, ils évoluent au rythme de la société puis ils peuvent le faire rapidement. Fait que c'est sûr que je serais pas prêt à dire qu'ils vont tous cogner à notre porte demain pour devenir un B Corp, loin de là. Mais je pense que c'est quand même encourageant de voir que les grandes entreprises, même si elles sont très grandes, multinationales, ben, ils peuvent créer des changements rapidement puis évoluer rapidement. Tout à fait. Je pense que le mot de s'adapter, puis tu fais référence à ton père, le mien, une mine en Abitibi, tout le monde à la maison. Je le salue, mon père d'ailleurs, du jour au lendemain, puis finalement, il veut plus sortir de la maison. Il aime trop ça finalement, mais j'avais des critiques, hein, comment tu fais pour travailler à la maison, comment tu fais pour... Donc, c'est intéressant de voir le changement. Tantôt, tu parlais de l'après. Donc, par exemple, je suis une entreprise, j'obtiens ma certification. Qu'est-ce qui se passe après avec votre PAC, avec toi, là? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est justement ça. Ben, tu sais, avec GCF, en parlant d'autres entreprises qui se certifient B Corp, je réalisais que c'est un peu un grand trou noir après être certifié. On met tous nos efforts, l'entreprise met tous ses efforts pour être certifié. Une fois certifié, c'est comme, là, on a 3 ans à faire vivre cette certification-là. Comment on fait? Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prolonger notre accompagnement. C'est un accompagnement qui va être soit mensuel, soit 2 fois par année, dépendamment du besoin du client, évidemment, mais on garde un accompagnement entre les certifications pour s'assurer que ce qui a été mis en place, bien, ça respecte toujours leurs attentes. Puis pour s'assurer que est-ce qu'il y a toujours cet engouement qui a été créé avec la première certification. Fait que nous, c'est pas de dire, bon, ben on vous aide à tout mettre en place, puis après, bonne chance, on se revoit dans 3 ans si vous voulez faire affaire avec nous. C'est plus de dire, on vous a aidé, là, on veut voir, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que ça respecte les attentes d'entreprise? Puis est-ce que les employés sont encore on board? Est-ce que les entreprises gardent leur certification sur plusieurs années ou la majorité vont abandonner? Est-ce que tu vois un taux de rétention élevé? Bien, c'est sûr que le mouvement est encore jeune. Est-ce que plus tard, on va voir qu'il y a des entreprises qui vont plus abandonner après certaines certifications? Peut-être, je l'espère pas. Pour l'instant, on voit les entreprises garder, ceux qui ont été gardés la certification, ceux qui ont été certifiés en 2015, 2013, les premières entreprises sont encore certifiées. Surtout au Québec, c'est encore jeune. Fait que pour l'instant, une bonne partie, peut-être quelques-unes à l'exception que souvent, ils n'ont pas gardé, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas gardé la certification, c'est juste le fait que l'entreprise n'existe plus. Mais pour l'instant, peut-être que je l'ignore aussi, là, je ne connais pas peut-être tous les éléments possibles de B Corp, mais pour l'instant, on semble voir que les entreprises gardent leur certification. Donc, tu sens qu'il y a un engagement qui est très présent. Si on y va dans le plus concret, ou par exemple, une entreprise présentement qui nous écoute, qui dit hey, moi, ça me tente, mais là, j'ai pas tant de ressources, mais quelle action les plus simples qu'on devrait mettre en place, là, que ça devrait être la base là, pour tout le monde? Là? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Ben oui, c'est sûr. Ce serait en fait d'évaluer ses propres pratiques. Parce que c'est facile d'aller vers un problème qu'on maîtrise, qu'on connaît bien la solution. Fait que c'est facile de dire, ben moi, je fais du compost chez nous, on va faire du compost dans notre entreprise. Chose qui est super bon, mais ça se peut que ça n'ait pas l'impact escompté. Ça se peut que l'empreinte environnementale est plus... est augmentée à cause d'une autre activité. Ça se peut que ce ne soit pas la gestion des déchets qui crée la pollution dans l'entreprise. Fait que ça va être de se pencher sur ses propres pratiques. Autant au niveau de ses fournisseurs. Donc, est-ce que nos fournisseurs sont locaux? Si oui, parfait, continuez sur cette même voie-là. Sinon, c'est de voir est-ce qu'il y a des équivalents qui sont locaux dans nos fournisseurs. Pour ce qui est environnemental, c'est de voir que dans nos propres pratiques, dans nos déplacements, souvent, on a un peu oublié ça. Les déplacements des employés, les déplacements pour aller voir les clients. Est-ce que c'est ça notre source de pollution la plus importante? Fait au niveau, je dirais, de l'environnement, c'est d'évaluer c'est quoi la source la plus importante. Puis si vous avez les moyens d'attaquer ce problème-là, faites-le. Pour ce qui est des employés, c'est de dire, OK, est-ce qu'on va sonder nos employés pour voir est-ce qu'ils ont l'encadrement nécessaire? Est-ce qu'ils ont des prestations supplémentaires nécessaires pour vraiment s'assurer qu'ils sont heureux? Fait que c'est vraiment, en gros, là, je rends une phrase, c'est de se pencher sur ses propres pratiques pour voir c'est quoi votre situation actuelle, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour améliorer votre impact. Tu parlais aussi des employés, donc des talents à l'interne. Comment qu'on les motive justement pour... parce que j'imagine que ça ne se fait pas sans eux, évidemment. Là, c'est pas en haut, puis on dit, ben voici, on a une certification, on veut l'atteindre, voici les trucs à faire. Alors, comment on met les employés de l'avant au centre, évidemment, de cette certification-là?
Ça, c'est une vraiment bonne question. Puis des fois, c'est un peu le problème de certaines entreprises, mais c'est de mettre ça entre les mains des employés. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une ou un leader qui va gérer un peu le projet, mais il faut que les employés soient consultés régulièrement. Donc, c'est pas au début de dire on va être B Corp, puis quand l'entreprise est certifiée B Corp, ben on est B Corp. Non. Il y a beaucoup d'initiatives à mettre en place. Il y a un choix à faire là-dedans. B Corp offre beaucoup d'exemples. Puis si on veut tout faire dès la première année, des fois, on peut tomber dans un piège. Donc, c'est de voir avec les employés quelle initiative vous désirez mettre en place, puis quelle initiative fit avec les valeurs et avec la vision de l'entreprise. Puis si les employés sont consultés régulièrement, bien là, ils vont avoir l'impression qu'ils font partie de cette initiative-là, puis ils font partie de l'avancement de l'entreprise. Puis ça, s'ils sont consultés, bien là, ils ont plus de chances, en tout cas, de rester motivés à aller vers ce modèle d'affaires-là plus responsable. Puis, j'avais une question, c'est au niveau des entreprises, par exemple. Est-ce que, si on parle d'entreprises beaucoup, de grosses entreprises, ça s'adresse à qui, cette certification-là? Est-ce que les OBNL, par exemple, peuvent y adhérer? Les écoles, comme l'UQAM, par exemple, pourraient avoir cette certification, éventuellement? Malheureusement, tout ce qui est écoles, hôpitaux, OBNL ne peut être certifié. Pourquoi? Parce que les entreprises certifiées B Corp, c'est strictement réservé aux entreprises qui font du profit. Donc, qui sont des for-profit business. Fait que ça peut être soit des Inc. ou soit aussi des co-op. Okay. Par contre, je ne dis pas que les OBNL ou les écoles ou les hôpitaux ne peuvent pas en profiter. Je vais plus parler pour les OBNL parce que les écoles et les hôpitaux, c'est quand même assez des projets d'envergure. Mais pour les OBNL, ils peuvent facilement se référer à l'outil qui est le B-Impact Assessment que vous pouvez trouver facilement sur Google. Cet outil-là est un outil en ligne qui vous permet d'évaluer vos pratiques pour pouvoir les améliorer. Puis vous allez avoir droit à les environ 200 questions, les 5 catégories, les exemples pour améliorer votre pratique. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas soumettre votre candidature pour avoir la certification. Par contre, les OBNL peuvent suivre toutes les exigences de B Corp sans malheureusement, pour l'instant, avoir droit à la certification. Donc, c'est ça. Mais j'imagine qu'en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres certifications qui peuvent fonctionner pour les OBNL, des alternatives? Est-ce que vous suggérez des alternatives quand les gens vous approchent, par exemple, ils ne peuvent pas avoir accès? Pour l'instant, non. C'est sûr que les certifications, il y a les certifications BNQ, qui est une certification qui est québécoise environnementale. C'est plus environnemental. Oui, c'est ça. Sinon, tu sais, une autre certification qui couvre un aussi large de spectre, non. C'est sûr qu'il y a des leads, qu'il y a des WELL qui sont plus au niveau du bâtiment, au niveau de l'expérience à l'intérieur des bâtiments. Par contre, une certification aussi complète que B Corp, à moins qu'il y en ait et on n'en connaît pas, puis s'il y a des auditeurs qui connaissent des formations, qui voudraient nous le partager, je serais ravi d'en apprendre plus, mais pour l'instant, on n'en connaît pas. Donc, des conseils qu'on peut donner aux OBNL, des petites entreprises, c'est vraiment de mettre en place selon ce que tu as proposé avec B Corp, mais d'afficher au final ces couleurs, puis de le dire sur les médias sociaux notamment, ou à travers les relations publiques, de parler de leur initiative au final. Exact. Puis la seule chose qui malheureusement, parce qu'il y a certains éléments légaux, ils ne peuvent pas utiliser, ils ne peuvent pas dire nous sommes certifiés B Corp sans la certification, le logo, etc. Il y a certaines spécifications qu'il faut aller voir sur le site de B Corp. Mais oui, les entreprises peuvent dire on s'est inspiré des pratiques de B Corp pour améliorer les pratiques de notre entreprise. Exactement. Et quel est l'objectif ultime de ton rêve entrepreneurial? Parce que j'imagine que c'est tout récent, de Boîte-Pack, donc à long terme, de où tu vois ton entreprise? Nous, en fait, on se voit, là, c'est ce qu'on parle souvent avec ma partner, c'est le fun de penser à ça. On se voit comme la référence numéro 1, autant en amélioration d'impact dans les entreprises. Quelqu'un qui dit, nous, on veut s'améliorer en tant qu'entreprise au niveau social, au niveau environnemental, on va voir Boîte-Pack. On va être aussi la référence numéro 1 pour tout ce qui est relié à B Corp. On a choisi une niche pour pouvoir bien l'exploiter. Puis on veut être la référence, oui, au Québec, mais notre cours en ligne qui est offert seulement en français pour l'instant, mais qui va être prochainement offert en anglais. On veut être une référence, pourquoi pas, mondiale. C'est un cours en ligne, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Fait que c'est vraiment, c'est ça notre but, notre objectif, c'est ça notre rêve.
Tu l'as dit tantôt, hein, puis il faut le souligner, tu n'es pas seul dans cette aventure-là. Donc, tu as une partenaire que je ne me souviens plus de son nom. Est-ce que tu peux me rappeler du nom de ta partenaire? Judith Dignard. Alors, Judith, d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui vient de l'Abitibi. Clairement. Donc, de mon coin de pays, en Abitibi. Donc, on la salue d'ailleurs au passage. Avant d'inspiration, je naviguais sur ton site web, vous avez une section blog, j'ai vu un article sur Patagonia, je pense que c'est une marque que tu connais. Est-ce qu'il y a des marques québécoises, des marques internationales qui t'inspirent en ce moment? Qui sont certifiés B Corp, je dirais, il y a 2 marques. Prana. Prana, c'est une belle marque qui est en expansion, puis que Prana a vraiment utilisé la certification B Corp pour se pencher réellement sur l'impact, surtout l'impact environnemental. Oui, l'impact social aussi, on travaille là-dessus, mais ça l'a surtout permis de dire, bon, ben, justement, tantôt, je parlais d'évaluer ses propres pratiques. Ben, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une analyse de cycle de vie, donc ils ont évalué vraiment l'entièreté de leur activité économique, c'est-à-dire en partant de l'agriculture à la consommation pour voir où est-ce qu'ils polluaient. Puis ils ont réalisé certaines choses qui font en sorte qu'ils sont améliorés concrètement. Je trouve que ça, ils l'ont bien utilisé, la certification B Corp, parce qu'ils ont aussi fait autre chose à travers cette certification-là, mais ça m'a impressionné surtout avec la taille de l'entreprise. C'est quand même une entreprise de plusieurs dizaines de personnes. Fait que ça, c'est une belle source d'inspiration. Sinon, The Unscented Company. Ça, c'est géré par Annie Rouleau, qui est une femme très inspirante dans sa vision de voir les choses. C'est aussi une femme qui prend souvent le temps de promouvoir la certification B Corp, puis de promouvoir les avantages et certifiés pour son entreprise, autant à l'interne que pour son produit. C'est une entreprise qui, on le voit, qui fait la promotion B Corp, mais qui a une croissance qui est extraordinaire, qui va faire ou qui a déjà fait son entrée chez Canadian Tire. Fait que vraiment, ces 2 entreprises-là sont assez inspirantes, je dirais. Écoute, ça fait déjà 32 minutes qu'on est live. On a déjà dépassé le temps. Je te remercie énormément, Thomas, pour le temps que tu as passé avec moi aujourd'hui à Comme à la maison. Super inspirant. Je pense que ton site web, tout est là. On peut le consulter. C'est des entreprises qui nous écoutent présentement, qui veulent avoir la certification. Je pense que c'est le temps de le faire. Dans une période transitoire de changement, je pense que c'est le bon moment de le faire. S'il y a des étudiants à l'UQAM qui veulent se lancer en affaires, écoutez, vous pouvez toujours nous écrire. D'ailleurs, Judith nous a dit salut. Alors, avec un gros oui. Alors, elle t'a dit allô. On te re-salue, Judith. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire aux diplômés en com ou à la faculté de communication aussi. Donc, on est là pour répondre. D'ailleurs, la faculté de communication, là, c'est quand même un bac, il y a des certifications, il y a 12 programmes de baccalauréat, en fait. Il y a une maîtrise avec 7 concentrations. Il y a un doctorat. Il y a une trentaine de majeurs, de certificats, de programmes courts. Écoute, il y a du choix, il y en a. N'hésitez pas à aller voir sur le site. C'est la rentrée qui commence là, dans quelques semaines. Alors, bonne rentrée aux futurs étudiants de CAM. Et c'est sûr que c'est la dernière année, ben, on va se retrouver de l'autre côté sur cette page-là, donc les diplômés de l'UQAM, cette belle famille-là. Et n'hésitez pas à nous suivre, à partager la vidéo à toutes les entreprises là, qui sont intéressées à travers cette question-là qui est comment avoir un impact social et environnemental en entreprise. Donc, on se voit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci beaucoup, Thomas. Ben, merci à toi, Jérémy. Merci d'avoir pensé à Boîte-Pack pour parler d'impact social en entreprise. C'est bien apprécié. Puis, on te souhaite tout le succès que tu mérites. Alors, bonne soirée. Merci. Salut tout le monde.